Les conversations du week-end. Aujourd'hui, la conversation littéraire, animée par Jean-Claude Perrier. Bonjour à tous les auditeurs de KTO Radio et bienvenue dans cette nouvelle émission des entretiens littéraires du week-end. Aujourd'hui, je ne sais pas si le studio va être assez grand parce qu'on a tout un cortège d'invités qui est avec nous. Nous avons un cortège de femmes et ce cortège de femmes est mené par Dominique Bonnat. Bonjour Dominique Bonnat. Bonjour. De l'Académie française, dont on publie un gros livre chez Bouquin. C'est un peu le principe de la collection Bouquin, de faire des gros livres qui s'appellent Destin de femmes, où sont rassemblés 5 de vos livres qui s'étalent sur une période de 1989 à 2017, si je ne dis pas de bêtises. Donc, merci Dominique d'être venu nous parler de ce beau projet, de ce beau livre. D'abord, comment est née cette idée ? C'est vous ou c'est l'éditeur ? C'est l'éditeur qui est venu vers moi. Voilà, c'est chez Bouquin. Chez Bouquin, l'éditeur s'appelle Jean-Luc Barré. Et il m'a proposé justement de publier dans un seul recueil 5 de mes biographies. J'ai écrit pas uniquement sur les femmes, j'ai écrit sur des hommes. C'est vrai, on en parlera. J'ai écrit sur Romain Gary, sur Stéphane Zweig et même sur André Mauroy ou Paul Valéry. Mais en effet, là, c'est un livre qui est sous le signe du féminin. Commençant avec les sœurs Hérédia et s'achevant avec Colette. Donc c'est sur un assez court parcours de temps, fin 19e, début 20e siècle, mais ce sont 5 très fortes personnalités d'artistes, puisqu'au fond, je n'écris que sur les artistes, qu'ils soient écrivains, peintres, sculpteurs, voilà. C'est mon propos depuis que j'écris des biographies. À une exception près. Jacqueline de Ribes, c'est pas vraiment une artiste. Si, c'est quand même. Si. Alors, Jacqueline de Ribes, un livre que j'ai écrit il n'y a pas si longtemps, et qui n'est pas dans sur une femme du monde, du grand monde. Elle peut être considérée soit comme une fée du monde moderne, avec tous les privilèges qui ont été les siens au cours de sa vie, mais aussi comme une artiste. C'est une sorte de pionnière de ce qu'on appelle aujourd'hui le body art, comme on ne dit pas à l'Académie française. Surtout pas. Surtout pas de mot anglais à l'Académie, mais oui, elle a sculpté sa propre image, sa propre histoire, et j'ai aimé dans ce personnage, puisqu'elle est un personnage, elle est toujours ici, elle est toujours de ce monde, une femme vraiment lumineuse. Donc j'ai vraiment aimé écrire cette vie un petit peu sur la marge, mais tout de même, l'art est présent. Et c'était la première fois que vous écriviez sur un personnage vivant. Oui. Et ce n'est pas particulièrement facile. On y reviendra sûrement. Mais en même temps, c'est passionnant. C'est une femme qui avait beaucoup d'archives chez elle. Donc, c'était un trésor pour la biographe que je suis de plonger dans ces documents des années 30, 40, 50. Alors, il y en a une autre qui n'est pas dedans. C'est Gali. Gali. Dala, oui, joli, Dali, Gala, oui. Galé. Oui, mais c'est bien d'avoir fait cette faute. Parce que Dali, le peintre Salvador Dali, associait très souvent sa femme à sa signature. Et beaucoup de tableaux de Dali sont signés Gala Dali. Gala Dali. Comme si c'était un seul nom. Il y a une fusion entre... Oui, il n'y a pas Gala, il n'y a pas non plus Camille Claudel, c'est vrai. Qui sont des biographies que j'ai écrites, mais il fallait choisir 5, parce qu'autrement, le volume aurait été trop important. Oui, ça ne rentrait pas, il est déjà volumineux. Et, donc Camille Claudel aurait pu entrer dans cette rubrique, mais en même temps, c'est une biographie double que j'ai écrite. C'était autant Paul que Camille. Ça s'appelle Camille et Paul. Et je traite des relations du frère et de la sœur, le poète et la sculptrice. Ici, vraiment, c'est complètement des femmes vraiment qui, je dirais, qui sont considérées pour elles-mêmes. Alors, on va balayer ce large champ. Est-ce que vous avez relu ces livres pour l'occasion ou pas ? Non, je les ai survolés. Je les ai survolés parce que je considère que quand un livre est publié, il
il existe, il est présent et on ne lui fait pas subir de chirurgie esthétique. Donc les livres sont tels qu'ils ont été publiés. La seule nouveauté, c'est la préface que j'ai écrite. Et au fond, je ne m'étais jamais exprimée sur cette vocation que j'ai depuis longtemps, d'écrire des biographies. Et d'ailleurs, j'ai évité d'employer ce mot de biographie. Oui, on va en parler. Dans l'introduction, c'était un peu une coquetterie de ma part, parce que ce n'est pas un mot que j'évite, c'est un mot très beau. Parce que biographie, qui vient du grec, veut dire écrire sur le vivant. Écrire sur le vivant, donc rendre la vie à des personnages d'autrefois, qui ne sont plus là, mais qui restent vivants finalement par l'image qu'il laisse ou par l'œuvre qu'il laisse. Donc j'aime ce mot de biographie, mais il est quelquefois mal interprété, car la biographie est souvent reliée à l'université. Je n'ai rien contre l'université. Et vous en venez ? Mais j'en viens. Je respecte les professeurs et ils font un travail considérable de recherche, de mise à jour de nouveaux documents. Mais mon propos n'est pas le même. Pour moi, je raconte une histoire. Et c'est là qu'est l'essentiel. Vous êtes aussi romancière, rappelons-le. Donc départ, oui. C'est un peu deux techniques d'un même travail. Oui, je ne fais pas une grande différence entre finalement ce qu'on appelle la biographie et le roman. Si, il y a une différence, c'est que dans la biographie, tout doit être objectivement vrai ou objectivement prouvé. Je n'invente rien quand je parle de Berthe Morisot ou des autres personnages. Rien n'est inventé. Tous les moindres détails se fondent sur un document. Il y a juste les dialogues. Et non, je ne mets pas de dialogue dans mes livres, il n'y en a pas. Ou s'il y a des dialogues, ce sont des dialogues que j'ai extraits d'une correspondance ou d'un témoignage. Mais je m'oppose complètement aux biographies romanesques qui ont cours actuellement. Reconstituées. Voilà, où on reconstitue, où on met justement des dialogues. Il y a parfois des personnages inventés, ou si on n'a pas une scène, on l'invente. Alors pas du tout. Moi, je m'inscris vraiment... J'ai une sorte de carcan que je me donne dans l'écriture avec le respect des documents. Donc encore un mot qu'on n'aime pas, vous n'écrivez pas de biopic. Je n'écris pas de biopic. Voilà, qu'on se le dise. Alors, vous avez conservé de votre carrière universitaire une méthode, c'est-à-dire que vous êtes un rat de bibliothèque, un petit rat de bibliothèque, vous dépouillez, vous consultez, vous cherchez des archives, ça c'est le point de départ. Oui, et c'est pourquoi j'évite ce mot de biographie, c'est que justement on associe très souvent le biographe à ce personnage que vous appelez rat, c'est pas très gentil, surtout que les rats sont des animaux formidables et extrêmement intelligents et malins surtout, mais bon, souvent le biographe... il est associé à la poussière, finalement, des bibliothèques et des archives. Et c'est un tort parce qu'il vit beaucoup dans l'imagination. Car pour reconstituer un personnage d'autrefois, il faut oublier son époque, il faut surtout s'oublier soi-même avec ses repères, ses préjugés de l'époque et essayer de repartir dans le temps, donc vers d'autres mentalités. Et en même temps... c'est un travail d'écrivain, ce qui n'est pas toujours le cas dans les biographies universitaires. Je pense aux anglo-saxons, par exemple. On donne souvent en modèle les biographies dites à l'américaine, avec tous les guillemets qu'on veut. C'est souvent assommant à lire parce que c'est très érudit, il y a tout ce qu'il faut, etc. Il y a des tas de notes, mais c'est quand même fastidieux, ce qui n'est pas le cas de vos travaux. Alors j'espère que ce n'est pas fastidieux de me lire. Je crois que... Bien sûr, ce travail de départ est nécessaire, mais à un certain moment, il faut s'envoler. Il faut quitter l'univers des fiches, des notes, et essayer justement de convoquer sur la page blanche des personnages, des situations, des décors aussi, c'est important les décors, et de reconstituer finalement un monde. Oui, car vos personnages sont rarement tout seuls, ou jamais. Ils sont dans un contexte ou familial, ou amical, ou professionnel, ou que sais-je, mais c'est un peu tout ça est contextualisé, comme on dirait. Oui, peut-être...
Est-ce que je pratique l'art de la mosaïque ? J'aime bien la mosaïque, c'est-à-dire un sujet central, mais tout autour, beaucoup de choses. Des couleurs, des mouvements, en effet, des hommes, des femmes, des enfants qui bougent et qui constituent un ensemble. Donc, beaucoup de mes biographies sont ainsi, mais tout simplement parce que dans la vie, on n'est jamais seul. On a une famille, on a des amis, on a même des ennemis quelquefois. Tout un passé, mais tout un présent aussi. C'est-à-dire une Berthe Morisot, par exemple. Eh bien, Berthe Morisot, on ne peut pas la concevoir toute seule. Autour d'elle gravitent des gens étonnants, qui sont ses plus proches amis, qui sont Degas, Renoir, Mallarmé. On ne peut pas passer à côté de ça. Mais il ne faut pas non plus les traiter... Ces génies du 19e siècle, on ne peut pas les traiter comme des statues de bronze. Il faut les faire vivre, il faut se souvenir que c'était des hommes. Pour la plupart, c'était des hommes qui peignaient. Les femmes sont un peu une exception dans l'histoire de la peinture, jusqu'à aujourd'hui. Et donc, il faut reconstituer tout ça. Et donc, du coup, c'est plutôt des portraits de groupe, d'une certaine façon. Oui, en un sens, portrait de groupe, mais destin individuel qui se détache au cœur des portraits de groupe. Alors, sans avoir tout relu, puisque vous dites que vous ne l'avez pas fait, est-ce que vous avez vous-même, en tant que portant un regard un peu extérieur maintenant sur votre travail, est-ce que vous avez remarqué, je ne sais pas, des constantes ou une évolution entre votre manière de faire de 1989 et celle d'aujourd'hui ? Oui, il faudrait même remonter plus avant, parce qu'à mon premier livre... Je parle de celles qui restent dans mes biographies, oui, celles qui sont là. Mais je me dis que, oui, je pense qu'on approfondit son métier. Alors là, je ne parle plus d'art du tout, je parle de métier. Le premier livre, mon tout premier roman, qui est une histoire d'amour, évidemment. Ce premier livre, je l'ai écrit spontanément, sans du tout réfléchir à une théorie, à la façon de me situer par rapport aux grands écrivains français, etc. C'est un élan. C'était quoi ? Ça s'appelle Les Heures volées. Et ça a été publié au Mercure de France en 81. Je crois, oui, en 1981. Et c'est vraiment une date de naissance, en fait, pour un auteur. Je ne pensais pas poursuivre. C'était un élan. Voilà, j'ai écrit quelques pages. Moi, je me souviens d'Argentina, qui était au Mercure de France aussi. Oui, voilà, ça a suivi un roman d'aventure qui se déroule tout en Argentine. Donc, j'ai commencé, en fait, avec le roman parce que j'avais des histoires dans la tête, des décors que je voulais transcrire aussi par écrit. Mais je crois que c'est important de garder ça, même au cœur d'un travail comme le mien, qui est biographique, cet élan, cette inspiration, ce bonheur d'écrire, en fait. Ce bonheur d'écrire, j'espère qu'on le retrouve dans mes livres. Et le roman, c'est fini pour l'instant ? Alors, curieusement, je crois que oui, pour un assez long moment. Je ne sais pas si c'est moi qui ai quitté le roman ou si c'est le roman qui m'a quitté. Je crois que c'est aussi le fait de raconter des vraies vies. Raconter des vraies vies m'a éloigné de la fiction, parce que ces vraies vies, elles sont souvent beaucoup plus romanesques que tout ce qu'on pourrait inventer. C'est ce qui se dit, effectivement, ça paraît banal, mais c'est vrai. Oui, beaucoup de destins qui sont là, dans ce bouquin, puisque c'est comme ça qu'on l'appelle, cette collection bouquins, raconte des histoires complètement extraordinaires. C'est vrai. Oui. Des choses que peut-être un romancier aurait peiné à imaginer, ou se serait dit « je ne vais pas le mettre là par écrit parce que personne ne me croira ». Donc comment une femme issue de la bourgeoisie comme Berthe Morisot parvient à peindre, je dirais, épaule contre épaule avec un Édouard Manet ou avec un Edgar Degas, c'est assez prodigieux. Mais comment les sœurs Hérédia, les trois sœurs, filles du poète, s'invente une vie amoureuse parfaitement érotique derrière le paravent des conventions, c'est aussi extraordinaire. Comment Paul Valéry, qui est un poète de l'intelligence, un cérébral, tombe éperdument amoureux à la fin de sa vie, les toutes dernières années de sa vie, d'une très jeune femme qui a la moitié de son âge, et finit par mourir
se laisser éteindre parce qu'elle l'abandonne. Voilà, ce sont des histoires tellement belles et puis qui ont aussi un écho avec nous aujourd'hui. Et souvent, ce sont des histoires... Alors, les personnages ne sont pas inconnus, mais Non. souvent peu connus. Vous aimez bien faire sortir de l'ombre des personnages peu connus ou méconnus. Je veux dire, les sœurs Heredia, on connaît surtout le père, le poète, effectivement. Oui, La maîtresse de Paul Valéry, on connaît Valérie, on ne connaît pas forcément celle dont vous nous parlerez tout à l'heure. bon, c'est vrai, j'aime un certain mystère. J'aime un certain mystère. C'est une des clés des livres aussi, le mystère. On veut savoir ce qui se passe. Il y a une intrigue. Il y a toujours une intrigue dans un livre. S'il n'y a pas d'intrigue, c'est un peu difficile de s'y plonger. Oui, mais en même temps, je pense que tout individu est mystérieux. Même les gens célèbres. Ils ont un jardin secret, ce qu'on appelle le jardin secret. Des choses qui ne sont pas dites, des choses qu'il faut aller chercher, non par indiscrétion, mais parce que ce jardin secret, il est quand même important pour l'individu. Il éclaire le personnage qui autrement est tout d'une pièce un peu bétonnée. Il faut aller chercher les fragilités. Et puis c'est plus intéressant aussi pour un écrivain d'aller chercher des sujets qui n'ont pas été rebattus par 50 personnes avant soi, Oui. je suppose. Mais c'est vrai, quelquefois, je me demande comment font les auteurs de, par exemple, des biographies de Marie-Antoinette. Il y en a eu énormément. Oui, Napoléon. Et récemment, j'en ai lu une, d'ailleurs, de ce professeur qui s'appelle Vial, Pierre-Éloi Vial. C'est une magnifique biographie, vraiment extraordinaire. Ou sur Aliénor d'Aquitaine, on se dit tout a été écrit. Jeanne d'Arc. Et puis Martin Aurèle, qui malheureusement vient de disparaître, a écrit une biographie prodigieuse sur Aliénor. Donc, même sur les personnages les plus illustres, il y a toujours quelque chose à dire ou à écrire. Dominique Bonnat, on va marquer un premier temps. Donc la tradition, vous savez, c'est qu'il y a 3 séquences dans cette émission qui sont scandées par un morceau de musique, 2 morceaux de musique donc. Vous avez choisi en premier extrait donc, de Debussy un extrait de l'opéra Péléas et Mélisande. C'est l'air qui s'appelle Au bord d'une fontaine. Donc si vous voulez bien, on va l'écouter et ensuite vous nous expliquerez votre choix. C'est au bord d'une fontaine aussi qu'il vous a trouvé. Oui. Que vous a-t-il dit? Rien, je ne me rappelle plus. Était-il tout près de vous? Oui, il voulait m'embrasser. Et vous ne vouliez pas? Non. Pourquoi ne vouliez-vous pas? J'ai vu passer quelque chose au fond de l'eau. Prenez garde. Vous allez tomber. Avec quoi jouez-vous? Avec l'anneau qu'il m'a donné. Ne jouez pas ainsi au-dessus d'une eau si profonde. Mes mains ne tremblent pas. Comme il brille au soleil. Ne le jetez pas si haut dans le ciel. Il est tombé. Il est tombé dans l'eau. Où est-il? Où est-il? Je ne le vois pas descendre. Je crois l'avoir brillé. Ma bague. Oui, oui, là-bas. Oh, oh. Elle est si loin de nous. Non, non, ce n'est pas elle. Ce n'est plus elle. Elle est perdue, perdue. Il n'y a plus qu'un encercle sur l'eau. Qu'allons-nous faire maintenant? Il ne faut pas s'inquiéter ainsi pour une bague. Ce n'est rien, nous la retrouverons peut-être. Ou bien nous en retrouverons une autre. Non, non, nous ne la retrouverons plus. Nous n'en trouverons pas d'autres non plus. Je croyais l'avoir dans les mains cependant. J'avais déjà fermé les mains et elle est tombée malgré tout. Je l'ai jetée tôt du côté du soleil. Venez, nous reviendrons un autre jour.
Venez, il est temps, on irait à notre rencontre. Midi sonnait au moment où la nuit est tombée. Qu'allons-nous dire à Golo s'il demande où il est? La vérité, la vérité. Retour avec vous, Dominique Bonnat, pour Destin de femme, ce bel ouvrage qui vient de paraître chez Bouquin, la collection, et qui regroupe 5 de vos livres consacrés majoritairement à des personnages féminins de l'univers artistique fin 19e, début 20e. Vous avez choisi, on vient de l'entendre, un extrait de Péléas et Mélisande de Debussy, donc déjà de la musique française. Pourquoi déjà cet opéra et pourquoi ce passage-là sur la pauvre Mélisande qui perd son anneau dans la fontaine? J'ai choisi d'abord Debussy, pas seulement parce que j'aime éperdument ce compositeur, mais aussi parce que même si je n'ai pas écrit de livre sur lui, il ne cesse d'être présent dans tout ce que je raconte. Il circule d'un livre à l'autre, avec sa tête de faune, sa poésie intense, ses histoires de femmes impossibles, et ce génie, on peut dire, qui est le sien. Péléas et Mélisande est un opéra qui a fait scandale en son temps. Jamais aucun opéra n'a été critiqué comme celui-là. Ah oui? Mais quand on entend la musique de Debussy sur ce livret de Maurice Maeterlinck, vraiment, je trouve que c'est un des sommets de la beauté. Il y a une harmonie prodigieuse, une sensualité aussi, toujours avec Debussy. Et cet opéra est en quelque sorte une transposition du mythe de Tristan et Iseult. J'ai choisi ce passage au bord de la fontaine à cause du thème de l'eau. Parce qu'il me semble que Debussy est un musicien de l'eau. D'ailleurs, il a écrit sur la mer, il a écrit plusieurs sujets sur les fontaines. Il a composé. Il a composé aussi sur le thème de la pluie, Jardin sous la pluie. Donc, l'eau, pour moi, symbolise le mieux possible ce musicien. Et puis, le thème de l'eau, c'est très lié aux fées, vous voyez, aux fées du Moyen-Âge qui surgissaient toujours au bord des fontaines. Et Debussy est assez imprégné de cette mythologie aquatique, c'est-à-dire que l'eau, c'est pas seulement la beauté de l'eau qui court, c'est aussi le mystère de l'eau. Et puis l'eau, c'est tout ce qu'il y a dans notre conscience, dans notre mémoire, tout ça est mouvant, fluide. Ça va bien avec l'impressionnisme, ça va bien avec la redécouverte du Moyen-Âge à la fin du 19e siècle, etc., etc. Oui, c'est le musicien de l'impressionnisme. On dit qu'il est, au fond, dans le monde de la musique, c'est la correspondance. D'un côté, les peintres, comme Monet, Degas, Morisot, et de l'autre, Debussy. Voilà, un choix qui fait sens, comme on dit aujourd'hui. Alors, plongeons-nous dans vos destins de femmes, si vous voulez bien, avec ces sœurs Hérédia. Alors déjà, on est bien évidemment tenu de vous avouer que peu de gens savent que Hérédia a eu 3 filles. Quand vous racontez l'histoire, on se dit « Ah oui, mais oui, bien sûr, parce que Pierre-Louis, etc. etc. » Mais spontanément, c'est une redécouverte, ça aussi. Je ne les connaissais pas non plus, à dire vrai, quand j'ai eu l'idée d'écrire ça, parce que c'est une de mes amies qui a 2 sœurs, donc elles sont 3 sœurs, et je lui disais « Ah, oh là là, 3 sœurs, ça doit être formidable de vivre ça, tu es comme... les sœurs Mitford, encore qu'elles sont encore plus nombreuses. Et je cherchais une référence dans la littérature, 3 sœurs, et elle me dit oui, comme les sœurs Hérédia. Comme je ne les connaissais pas, j'ai cherché. À l'époque, il n'y avait pas Google, etc. Donc, j'ai fait le tour des librairies d'anciens, de livres anciens, et là, je suis tombée par hasard, mais par le plus grand des hasards, sur un album. C'était un album érotique montrant des femmes nues
très 19e siècle, mais très nue aussi. Et un peu le potelée, libraire, très brune. oui, toute brune. Et très C'était la potelée. caractéristique, toutes étaient brunes. Et c'était parce que l'auteur de cet album, le photographe, celui qui était derrière le Kodak, puisque c'était pris avec un Kodak, c'était le poète Pierre Louis. Il avait Personnellement, photographié ses maîtresses. qui était très coquin, Pierre-Louis, Très voire coquin. érotomane. Ah oui, ah oui. Et là, parmi toutes ces femmes, il y avait Marie de Heredia, qui est la deuxième fille de José Maria de Heredia. Et donc, évidemment, on quittait le poète des conquérants, le poète qu'on apprend à l'école, etc. Et puis, on tombe vraiment sur une autre planète. Et ça m'a beaucoup amusée, j'ai cherché. Et elles ont eu des vies tellement extraordinaires, elles ont eu des vies amoureuses tumultueuses, Voilà, tumultueuses. mais avec un dénominateur commun, c'est que tous leurs amants, et leurs maris aussi, ont été des poètes. Elles n'ont aimé que des poètes dans la vie. Ils sont nombreux. Et donc, c'est à la fois, cette biographie est à la fois, je dirais, un livre un peu érotique, mais aussi un livre sur la poésie au XIXe siècle. Oui, abordé par un mais biais abordé agréable. différemment. C'est une famille complètement démente. C'est Heredia. Il y a déjà les parents, ces Cubains Oui, ils installés viennent de en Cuba. France. Donc tout cette espèce d'exotisme, tout le côté flamboyant de Heredia. C'est un flambeur, c'est un joueur. Il va ruiner la famille je ne sais combien de fois et personne ne lui en veut. Sa femme l'aime toujours, etc. On reçoit énormément, on fait la fête. L'appartement que vous décrivez au début de votre livre est assez luxueux, somptueux. Il y a des salons, enfin, etc. C'est toute cette fin du XIXe siècle. C'est un autre monde pour nous. Oui, c'est une atmosphère tropicale, mais en plein Paris, avec tous les écrivains qui ont laissé une trace dans les recueils de littérature. Bon, mais ils sont là, justement, perçus tout à fait autrement. Donc, c'était le but de ce livre. C'était finalement un peu malicieux. Voilà, la démarche est un peu malicieuse. Il fallait briser les moules, enfin le côté bronze que je n'aime pas tellement, et retrouver des individus libres. Et c'est la liberté de ces trois sœurs qui m'a le plus étonnée, parce qu'elles sont quand même dans un milieu bourgeois où les jeunes filles de cette époque sont très tenues, ont des chaperons. Et alors, ces trois sœurs, sans doute elles tiennent-elles cela de leur père ou de l'influence tropicale, du sang chaud des tropiques, je ne sais pas. Mais en tout cas, rien ne leur fait peur. Elles vivent comme elles l'entendent. Et ça m'a beaucoup étonnée. Au niveau des mœurs, elles sont effectivement très modernes, entre guillemets, et elles s'affranchissent de toutes les contraintes. On couche avec de multiples amants. On a des enfants hors mariage qu'on reconnaît ou qu'on ne reconnaît pas, qu'on refile. Enfin, c'est assez étonnant. Alors, on trouve Debussy, justement, dans ce cercle des sœurs Heredia, parce qu'il est le grand ami de Pierre-Louis. Il vient souvent dans la garçonnière de Pierre-Louis, où il y a un piano, et il vient jouer. Mais évidemment, il joue des airs un petit peu différents quand il vient chez Pierre-Louis, où il y a des créatures de rêve qui les entourent, qui parfois s'allongent sur le piano. Enfin, c'est tout à fait... la poésie demeure, mais c'est une poésie empreinte de sensualité, voilà. Et décadente, vous diriez ? Ah non, je n'emploierais pas le mot décadent, peut-être, si on a un regard moralisateur, peut-être, sur ça, mais il y a une telle liberté, il y a une certaine fraîcheur qui ne va pas avec cette idée de décadence. Non, je pensais à Pierre-Louis surtout, parce que alors, c'est vrai que... Pierre-Louis, c'est différent. Pierre-Louis... Je ne sais pas, je n'ai jamais associé à cette idée de décadence. Il y a l'empreinte du malheur, en tout cas, qu'il n'y a pas chez les sœurs Heredia. Le cercle Heredia est un cercle, je dirais, de jouisseurs. C'est un cercle où on veut s'amuser, on cherche le bonheur, le plaisir le plus souvent. Mais Pierre-Louis, c'est différent. Pierre-Louis, il y a une dimension vraiment... presque de damnation avec Pierre-Louis, en tout cas dans sa destinée. C'était le jeune homme merveilleux, promis à tous les succès et à tous les bonheurs, et progressivement, il va entrer d'abord dans une sorte de crépuscule, puis dans la nuit, une nuit volontaire. Il arrête même d'écrire sa poésie, qui était
toute son aspiration, tout ce à quoi il voulait aboutir, et il renonce à tout cela pour des ouvrages d'érudition. Il devient progressivement aveugle. Quand je dis qu'il entre dans la nuit, c'est au sens presque physique. Et puis, il est obsédé par les questions du mal. Enfin, non, il y a beaucoup de souffrance autour de ce personnage de Pierre-Louis, souvent considéré et décrit de manière un peu superficielle comme un poète érotique. Il est beaucoup plus que cela. Il va d'ailleurs jusqu'à la pornographie dans certaines de ses œuvres, et on sent bien quelque chose qui est de l'ordre de la malédiction autour de lui. C'était, dit-on, le plus brillant de cette génération, puisque ses amis d'enfance, c'est Gide, c'est Paul Valéry, etc. C'est celui qui avait tous les dons. Vous parliez notamment des langues anciennes. C'était un helléniste hors pair, c'était un érudit, un bibliophile, etc. Il avait tout. Et effectivement, il s'est autodétruit, on dirait aujourd'hui. Oui, il y a un document qui est extraordinaire. C'est le manuscrit de La Jeune Parc. La Jeune Parc est une œuvre de Paul Valéry. Et Valéry est jeune quand il écrit La Jeune Parc. Et il soumet son manuscrit à ses deux meilleurs amis, qui sont André Gide et Pierre-Louis. Et Pierre-Louis corrige La Jeune Parc. Et donc, on a les suggestions de correction de Pierre-Louise, et on voit très bien le sens poétique de Louis. Ça, c'est vraiment un document très précieux. Il y a une correspondance croisée des trois, d'ailleurs. Oui. Qui est tout à fait passionnante. Et oui, parce que c'est une époque où on s'écrit. Plusieurs fois par jour. Ni téléphone, ni quoi que ce soit. Donc on s'écrit beaucoup, et c'est précieux, évidemment, pour les biographes. Ce qui est intéressant, ce que vous montrez aussi, c'est ce passage générationnel, parce qu'Heredia, c'est un homme vraiment du 19e siècle, et ces jeunes gens sont la première génération d'écrivains, donc fin 19e, début 20e, qui vont commencer à faire leur œuvre au début du siècle nouveau. Oui, on voit même celui qu'on appelle le petit Marcel, et qu'on place en bout de table parce que personne ne le considère, et qui est Marcel Proust. C'est un grand ami de Marie de Heredia, et il a eu l'idée de leur faire créer ce qu'il appelle la Canacadémie, Marcel Proust, l'Académie des Canaques. Pour se moquer de l'Académie française, José Maria de Heredia était académicien, et beaucoup d'autres amis de leur père étaient également académiciens, dont le comte de Lille. Et pour se moquer de cette atmosphère un peu guindée, Proust avait eu l'idée de cette Canacadémie, et Marie de Heredia était la reine des Canaques. Marcel avait beaucoup d'humour, comme chacun sait, contrairement à ce qu'on lit un peu trop souvent, et réhabilitons l'humour de Proust. Il était peut-être jaloux aussi, puisqu'il n'a pas été de l'Académie, lui, donc il fallait peut-être qu'il se venge à sa façon. Oui. Donc en tout cas, ces trois sœurs, on les salue avant de passer alors au suivant, si j'ose dire, ou à la suivante. Donc il y avait Marie, dont vous nous avez parlé. Quelles étaient les deux autres ? Alors Louise, la plus jeune, et l'aînée s'appelait Hélène. Voilà, Hélène Marie-Louise. Hélène Marie-Louise. Joli prénom, etc. Celle qui a été la femme d'Henri de Régnier, c'est laquelle ? C'est Marie. C'est Marie. Marie a été, je dirais que des trois sœurs, c'est la plus pittoresque, c'est la plus douée aussi certainement sur le plan poétique, musical et peut-être même amoureux. C'est celle en tout cas qui cumule les amants et qui écrit, parce qu'elle est romancière. Alors pour écrire des romans, elle a inventé un nom d'homme, parce qu'évidemment, quand on est une femme à cette époque-là, on n'est pas très crédible. Donc elle écrit ses livres sous le nom de Gérard Douville. Elle a écrit plusieurs livres, elle a écrit aussi beaucoup d'articles dans le Figaro. Donc elle avait au fond une double vie. Une vie officielle, mondaine, très convenable, mais aussi une vie secrète, une vie amoureuse, impertinente. Et elle a eu un fils. Elle a un fils qui s'appelle Tigre, on ne peut pas être mieux nommé, qu'elle a adoré et qui est malheureusement mort avant elle. Il est mort jeune et un peu maudit lui aussi. Oui, il a été saisi par le démon de la vie, il vivait la nuit, c'était un noctambule, il buvait beaucoup trop et il est mort de tout cela. C'était le fils de Pierre-Louis ? On ne sait pas très bien. Élevé par Régnier, mais on dit que c'était le fils de Pierre. Il porte le nom d'Henri de Régnier, il s'appelle Tigre de Régnier. Mais évidemment, son père est peut-être Pierre-Louis, d'après les lettres que j'ai pu lire
de cette famille. Et quelle famille. On enchaîne, si j'ose dire, avec Berthe Morisot. Alors ça, c'est quand même une redécouverte, parce que c'est vrai qu'elle a été longtemps minorée parmi les peintres impressionnistes. On parlait quasiment jamais de Morisot, où elle était à côté. Et maintenant, elle est devenue, avec le mouvement général féministe et qui se porte de plus en plus vers la redécouverte d'artistes féminines. Vous parliez de Camille Claudel tout à l'heure. Elle est devenue une star presque à l'égal de Rodin, alors que pendant très longtemps, elle était minorée. Morisot, c'est pareil. Maintenant, c'est une vedette. À l'époque, ça ne l'était pas. Oui, quand j'ai écrit ce livre en 2000, elle était encore assez peu connue. Ou du moins, elle était au second plan par rapport aux grandes vedettes de l'impressionnisme que sont Monet, Degas, Renoir, Sisley, etc. Elle a mis longtemps, je dirais, à sortir de cette ombre. Il a fallu plusieurs expositions, surtout plusieurs rétrospectives. Le musée d'Orsay a longtemps été réticent et puis finalement lui a consacré une très belle exposition il y a peu d'années. Mais je crois qu'elle va encore avancer, elle va encore se distinguer. Je pense qu'il faut lui éviter, en tout cas. Alors, c'est vrai que j'ai écrit ce livre qui s'appelle Destin de femme. C'est comme s'il y avait une bulle, vous voyez, féminine, voire féministe. Et je ne voudrais pas, parce que finalement, Berthe Morisot a son destin à elle. Et quand je la vois exposée avec d'autres peintres femmes, je le regrette, parce qu'on a l'air de dire « voyez ce que peignent les femmes ». Mais non, il faut la montrer seule, ou bien il faut la montrer avec parmi des les femmes autres. et des hommes. Des hommes, bien sûr. Et non pas dans un îlot à part. J'allais dire un ghetto. Voilà, un ghetto qui serait le ghetto des femmes. Donc, dans ce livre, eh bien, je l'ai intitulé « Destin au pluriel de femmes », au pluriel aussi. J'espère que ce n'est pas un livre fermé. Pour moi, c'est un livre ouvert. Et toutes ces femmes, en tout cas, que je décris, ont lutté pour signer leur vie, pour exister par elles-mêmes. Et chez Morisot en particulier, il y a une volonté farouche d'exister par elle-même. Comme Camille Claudel. Avec son inspiration, avec son style. Artiste. Comme Camille Claudel. Elles sont farouchement artistes, c'est joli cette expression que vous venez d'utiliser. Et oui, mais pour elles, c'est un combat aussi, c'est un combat. Ça a été une lutte. On va y revenir. Alors, cher Dominique Bonnat, deuxième extrait musical. On reste dans la musique française et à peu près à la même époque, avec donc un morceau de Ravel, extrait de l'opéra L'Enfant et les sortilèges. C'est le passage qui s'appelle La cage. Pour mes beaux yeux.
Elle a de beaux yeux, mais elle est seule, la pauvre. Retour avec Dominique Bonnat de l'Académie française pour son Destin de femme, paru chez Bouquin. Donc on vient d'écouter un extrait de L'Enfant et les sortilèges de Ravel. Pourquoi ? Parce que c'est Colette qui a écrit le livret. Voilà, Colette, qui est donc l'héroïne pas de seulement, Colette quand et les même. siennes, Oui. qui clôt votre volume. Donc Oui. ça fait sens, ça aussi. Oui, bien sûr, parce qu'elle a écrit le livret, mais aussi parce que c'est une histoire d'enfant. C'est assez rare à l'opéra. C'est l'histoire d'un petit garçon qui fait ses devoirs dans sa chambre, qui est exaspéré, qui en a assez. Et tout à coup, il est furieux, il déchire ses cahiers, il casse ses jouets, il déchire le papier peint des murs et il blesse un écureuil qui était dans une cage. Il n'y a que vraiment avec Ravel et Colette qu'on voit un écureuil dans une cage. Et tout l'opéra, en fait, c'est une fantaisie. C'est une fantaisie. Se déroule sur ce thème de l'enfance, avec tout d'un coup un dialogue justement avec les êtres de la nature, les plantes, les animaux. Et à la fin, bien sûr, une réconciliation de l'enfant avec l'écureuil. Il lui demande pardon. Donc, c'est plein d'enfance et de poésie inattendue. Voilà. De la part de Ravel, peut-être. Mais la musique est très très belle dans cet opéra, mais aussi de la part de Colette. Il y a un enfant qui chante. Parce qu'à l'opéra, c'est pas évident. Non, en général, c'est chanté, oui, parfois, je crois. Je ne sais une pas jeune trop. fille. Oui, non, je crois que ce sont des voix de femmes surtout. Oui. Des voix de femmes. Et pour Colette, c'est assez étonnant parce que Colette n'était pas particulièrement mélomane. En revanche, on sait la place qu'elle a accordée aux bêtes, bien sûr, aux bêtes et même aux enfants parfois, mais pas beaucoup dans son œuvre. Hein. Elle-même, petite fille, oui, mais d'autres enfants, il n'y a pas tant que ça. Et elle avait une relation qui n'était pas facile avec sa fille. Non, j'allais le dire, très compliquée, oui. On ne peut pas la décrire comme une femme maternelle. C'est assez intéressant. Moi, j'ai aimé qu'elle écrive ça, cet opéra, qui, à l'origine d'ailleurs, devait s'appeler « Ballet pour ma fille ». Donc, c'était conçu entièrement dans ce cadre de l'enfance. Mais Colette est vraiment inégalable quand il s'agit d'évoquer la poésie du monde. Colette et les siennes, avez-vous titré votre livre. Donc, les siennes, c'était qui, sa fille ? Non. Les siennes, c'était ses meilleures amies. D'accord. Il y a 3 femmes qui entourent Colette dans ce livre et qui sont 3 femmes vraiment originales, très douées. Il y a une journaliste, Annie de Penne. Il y a une comédienne de music-hall, on peut dire, qui s'appelle Musidora. Ah oui. Et puis, il y a une 3e qui est comédienne de théâtre, alors Marguerite Moreno. Ah, la fameuse Marguerite Moreno. Et ce sont les 3 meilleures amies. En fait, je ne voulais pas écrire une biographie de Colette parce que je considérais qu'il y en avait déjà. Oui, on en parlait tout à l'heure, c'est très abondamment traité. Oui. Un jour, j'ai lu un article de journal qui était consacré à un épisode de la vie de Colette. En 1914, les hommes partent pour le front. Et ces 4 femmes se retrouvent toutes seules, à Paris, isolées. Colette déteste la solitude. Elle habite un petit chalet dans le 16e arrondissement au bord du bois de Boulogne et elle appelle ses 3 meilleures amies à vivre avec elle. Et elles forment une sorte de gynécée. Là, elles vont vivre entre femmes pendant plusieurs mois, presque une année. Et j'ai trouvé ça très... très étrange. Et j'ai écrit ce livre pour cette raison-là. Donc le livre est centré sur cet épisode, mais avec des ramifications en arrière, dans le passé de Colette, mais aussi des projections en avant dans ce que sera plus tard la vie de Colette. Et c'était des femmes à l'ego fort. Ça s'est bien passé. Je pense à Marguerite Moreno, par ailleurs. Oui, elles s'entendent très bien. Je dirais même, elles s'aiment. Elles s'aiment. Elles cuisinent, elles cousent, elles vont faire le marché, elles se distribuent les tâches de la maison et puis en même temps, chacune essaie de poursuivre dans sa voie artistique. Et ça tient. Ça tient très bien. Pas le chignon. Non, elle ne se crêpe pas le chignon.
Les amitiés féminines de Colette sont importantes, sont spontanées, sont radieuses, j'allais dire, radieuses. Et ce sont des amitiés fidèles, qui plus est, qui vont durer jusqu'à la mort des unes et des autres. Marguerite Moreno a vécu très âgée. Elle a vécu très âgée. Colette aussi. Colette aussi. Musidora aussi. Il n'y a qu'Annie de Pène qui est foudroyée par la grippe espagnole en 1918 et qui meurt donc très jeune. Mais aucune des autres ne va oublier Annie de Pène. Donc il y a vraiment... on dit souvent que les hommes ont des amitiés qui durent toujours, des amitiés solides, mais les femmes aussi. Colette a eu des amitiés solides dans la vie. Les fameuses amitiés viriles des hommes. Voilà, viriles ou pas, mais fidèles. Voilà, fidèles. Alors, il y a des amis, il y a des sœurs. Vous avez dressé le portrait de 2 sœurs. Alors, celles-là, vraiment très peu connues avant vous. Qui sont-elles? Oui, j'ai écrit Yvonne un livre, et Christine Rouard. Alors, Yvonne et Christine Rouard, qui étaient nées Leroll, sont les filles d'un peintre, Henri Leroll, qu'on ne connaît plus beaucoup, qui était un peintre de thèmes religieux. Il a peint des fresques dans des églises, notamment à Paris. Mais ces 2 sœurs ont été peintes par Renoir. Il y a un tableau fameux qui est aujourd'hui au musée de l'Orangerie, qui les représente au piano. Ce sont 2 jolies jeunes filles, les joues un peu roses, très mignonnes. Et ces 2 jeunes filles vont connaître un destin tragique. Donc je suis partie du tableau pour raconter l'histoire de ces 2 sœurs au cœur de leurs 2 familles, les Leroll et les Rouard, mais avec toutes les ramifications. Là aussi, on retrouve les mêmes que dans Berthe Morisot. Oui, c'est vraiment un milieu. C'est un peu la génération après Berthe Morisot. Pour moi, c'est un petit peu la suite, si j'ose dire, en termes de série. C'est la suite de Berthe Morisot, une génération après. Elles sont très liées d'ailleurs à la fille de Berthe Morisot, qui elle-même épousera un frère Rouard. Donc elles sont non seulement amies, mais liées par leur mariage. Et voilà, je reconstitue une galaxie. Car il y a une galaxie qui commence avec la famille Manet, la famille Morisot, les familles Rouard et Leroll, et qui s'achève avec la famille Paul Valéry. Il y a des liens vraiment d'état civil, je dirais, mais aussi des liens d'affection, bien évidemment, et des liens d'inspiration, parce que c'est le post-impressionnisme qui se met en place. Alors, sans transition, le dernier de ces 5 ouvrages, donc, c'est la dernière histoire d'amour du vieux et chant, tendre et attendrissant Paul Valéry. Oui. Là aussi, c'était un trésor caché, j'allais dire, mais qui n'était plus caché quand je l'ai regardé. Ce sont 1000 lettres d'amour que Paul Valéry a écrites à cette dernière femme de sa vie, qui s'appelait Jeanne. Des lettres incandescentes, des lettres magnifiques. Coquines. Et il a écrit aussi un recueil de poèmes pour elle, qui au départ n'était pas fait pour être publié. C'était un recueil secret de leur histoire d'amour. Et tout ça a été mis en vente aux enchères 40 ans après par cette même Jeanne, qui a considéré que cette histoire ne lui appartenait pas à elle toute seule et qu'elle devait la mettre en quelque sorte sur le marché. Elle était beaucoup plus jeune que lui, vous le disiez tout à l'heure. Oui, la moitié de son âge. D'accord. Exactement. Donc elle lui a survécu largement. Elle lui a survécu largement. Elle a vécu avec ce secret et puis un jour, elle a rendu public les lettres. Ce sont 2 universités, une université américaine et une université japonaise qui ont racheté ces lettres. Mais donc, elles ont été publiées en partie dans des recueils, et puis on peut les consulter. Et j'ai écrit donc un livre à partir des lettres d'amour. Que vous n'avez pas pu acquérir. Ah non, j'aurais aimé les acquérir, mais non. Mais je me les suis quand même un peu appropriés, parce qu'en les lisant, en réfléchissant aux mots employés, en les mettant en scène. J'ai mis en scène les lettres d'amour pour reconstituer l'histoire
de Paul et de Jeanne. C'était un grand secret, ça. Ah oui, c'était une liaison secrète. Paul Valéry était marié, avait une famille, c'était un grand-père gâteau. Académicien français, en plus. Académicien français, bien évidemment. C'est un personnage officiel. Vous savez qu'il a eu un enterrement national. Le dernier, oui. En 1945, c'est le général de Gaulle qui a voulu qu'il y ait des funérailles nationales. Son cercueil a été exposé sur l'esplanade du Trocadéro. Les Français, pas seulement les Parisiens, il y a des Français venus de toutes les provinces qui ont défilé devant le cercueil de Paul Valéry. De Gaulle avait voulu, autour du cercueil d'un poète, faire la réconciliation nationale. Oui, en plus, Valéry a été impeccable pendant la guerre. Il a soutenu Bergson, etc. Il était un peu âgé pour être résistant actif, mais il a clairement pris position en faveur de la liberté de la France et contre les Allemands. C'est beau que la France ait pu se rassembler autour du cercueil d'un poète. Je ne sais pas si aujourd'hui ce serait possible. Peut-être encore, peut-être. Il faudrait avoir le poète, peut-être. Alors donc, cette histoire, cette dame qui avait un pseudonyme masculin... Oui, elle écrivait elle aussi des romans sous le nom de Jean Voilier. Valéry aimait beaucoup qu'elle ait pris ce pseudonyme de Voilier. La mère, évidemment. Parce que la mère, évidemment. Et il a illustré l'un de ses livres. C'est-à-dire qu'il dessinait, il avait un très beau talent. On voit Jean Voilier et dessous, illustration de Paul Valéry. Il avait ce talent aussi. On a vu des tableaux très, très beaux. Ce n'était pas seulement un amateur, il avait un vrai talent de peintre. Oui, il y a des écrivains qui savent dessiner. Victor Hugo aussi dessinait Victor Hugo, très bien. c'est presque un peintre. Mais Valéry aussi. Oui. Ah oui, Valéry dessinait très très bien. Et donc, histoire torride ? Alors, histoire torride, oui, mais en même temps, histoire de femmes. C'est pourquoi ce livre fait partie de ce recueil. C'est que Jeanne Voilier a tout de même une grande personnalité. Elle a été une des premières femmes avocates, quand il n'y avait que des avocats dans la profession. Elle a créé une maison d'édition spécialisée dans le droit qu'elle a conduite en chef d'entreprise, chef 2FE d'entreprise, déjà. Et donc, là aussi, une femme qui a beaucoup plu dans la vie, qui a eu des aventures avec des hommes, avec des femmes, qui étaient très diverses dans ses amours. Mais malheureusement, elle n'avait pas cette fidélité du cœur qui aurait pu combler Paul Valéry. Et donc, il y a une séparation qu'il subit et qui va le conduire à une tristesse irrémédiable. Il était âgé à l'époque. Oui, enfin, il avait 70 ans, mais il était en mauvaise santé. Paul Valéry est un grand fumeur. Il est vraiment ravagé par le tabac et peut-être aussi par les privations de la guerre. Enfin, tout ça est mauvais pour sa santé et elle ne pourra pas le sauver. Les histoires d'amour finissent mal en général, dit la chanson. Oui, mais il y a quand même de très belles phrases qui surgissent de ce livre. Et il lui a notamment écrit cette phrase. Il paraît que tu étais... Non, je crois que tu étais pour moi toute la vie, alors que moi j'étais entre la vie et toi. Quelle plus belle manière de terminer cette émission que par une citation de Paul Valéry, que nous aimons beaucoup. Merci infiniment, Dominique Bonnat, d'être venu nous parler de ces destins de femmes parus chez Bouquin. Donc 5 recueils, 5 de vos livres en un seul recueil. Et évidemment, il y a tous les autres livres qui n'ont pas pu entrer dans celui-là. Peut-être un autre bouquin un jour. Destin d'homme. Il faut rêver. Rêvons. Merci encore. Merci. Les conversations du week-end. Aujourd'hui, la conversation littéraire, animée par Jean-Claude Perrier.